Merci beaucoup. Je reçois pour vous aujourd'hui dans Débat pour la Nation les secrétaires généraux de ces grands partis politiques Nouvel Élan de M. Adolphe Muzito, lui c'est Blanchard Mongomba. Vous le savez très bien, Nouvel Élan rejette les calendriers électoraux de Denis et Kadima parce que selon Nouvel Élan, c'est irréalisable ces calendriers et puis ces calendriers n'est pas digne de confiance également. Les pouvoirs en place préparent la fraude électorale, selon Nouvel Élan. Nous allons en parler avec les secrétaires généraux, épiloguer là-dessus et scruter cette décision de Nouvel Élan. Nous allons également revenir sur la situation à l'est du pays. Comme vous le savez bien, les processus politiques continuent aujourd'hui au niveau de Nairobi. Selon les dernières informations, les M23 n'a pas pris part. On ne sait pas si dans les prochains jours, si je pourrais appeler même cette rébellion, on pourrait rejoindre l'équipe au niveau de Nairobi, on ne sait pas. Mais c'est que sur le gouvernement congolais dit toujours non aux négociations avec ces mouvements rebelles. Certainement, s'il pourrait y avoir des négociations, au préalable, il faut accepter quelques conditions de la part du pouvoir en place. C'est ce que le gouvernement a dit. Nous allons parler de ça tout au long de cette émission. Merci beaucoup à vous tous. Merci également à l'équipe technique, Fia Lungela, ces derniers temps. Au niveau des caméras également Belgodor. Merci beaucoup à Dani. Nous allons parler également à la fin de cette situation au niveau du haut Katanga avec la mort de cette dame, la femme du huissier Zabalega Hassani. L'affaire fait couler beaucoup d'encre et de salive, paix à son âme. On citerait les noms de Peter Kazadi dans ces dossiers. Plusieurs organisations civiles pointent du doigt à M. Peter Kazadi. Ils appellent à la justice d'appliquer la loi et également de faire justice parce qu'il y a mort d'homme, il faut que les auteurs puissent répondre. Secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, en forme et comment vous allez? Ça va très bien, messieurs Gramic Legrand, après beaucoup d'années. Exactement. Non, je dirais beaucoup de mois. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour débattre de questions de la République. Donc ça va, nous nous portons très bien. Après la tournée au niveau de l'intérieur du pays, je vous ai vu avec l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Muzito, également la marche. Là, j'aimerais vous encourager parce que c'est parmi les rares partis politiques qui ont organisé une marche à succès dans toute la République. Je pense que la population congolaise vous sera toujours reconnaissante parce que c'est l'affaire de la patrie, ça concerne la patrie. Comment s'est déroulé les préparatifs même de la tournée et également de la marche? D'abord, une fois de plus, merci, Gramic Legrand, de cette opportunité que vous nous accordez pour partager nos analyses avec la population congolaise qui nous suit un peu partout. Je dirais que je commencerai par la tournée. Lorsque le leader du Nouvel Élan, Adolphe Muzito, séjournait pendant un long moment à l'extérieur du pays pour des raisons diplomatiques mais aussi de santé, il apprenait à partir de là où il était que à Kwamout, précisément dans la province du Maïndombe, ça crépitait, il y a le compatriote... Je vous informe également qu'aujourd'hui, il y a eu 3 morts là-bas. Voilà, donc lorsqu'il est revenu, il n'a pas traîné, il s'est décidé le lendemain que nous puissions prendre la voie de la route pour que nous puissions palper du doigt la réalité de ce qui s'y passait. Et nous étions allés, je étais dans la délégation comme chef de la délégation aux côtés du leader de mon parti politique, Adolphe Muzito, et effectivement, on a constaté qu'il y avait des maisons brûlées, il y avait des déplacés, il y avait en tout cas des victimes qui étaient égorgées, mais lorsqu'on pose la question de savoir qui étaient ces gens qui égorgeaient, qui commettaient ces genres d'actes, ils avaient du mal à nous indiquer clairement qui étaient les auteurs. C'est vrai qu'au départ, ces conflits ont commencé avec ce que nous pouvons appeler conflit des terres, la redevance, il fallait payer, tout ça, mais ça a dégénéré, ça a pris de tournure telle que eux-mêmes, les autochtones... On parlerait d'une main noire, c'est vrai, vous l'aviez... Effectivement, ils ont parlé de main noire, mais nous n'avions pas vu. Ils continuent jusqu'à ce jour parler du main noire. Et c'est là où nous nous disons que le gouvernement ou le régime actuel devrait nous édifier là-dessus parce qu'ils ont tout le moyen pour ça. Ils ont le service des renseignements, ils ont l'armée, la police, tout ça. Mais jusqu'à ces jours, ils sont incapables. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils ont du mal à nous
décrire, à nous dire exactement qui sont ceux-là qui servent à cette main noire ou qui sont ceux qui jouent à ces sales jeux. Et je résume pour dire que lorsque nous sommes revenus, on a fait notre rapport, non pas à ceux qui gouvernent aujourd'hui, mais plutôt au peuple souverain. Et question de permettre à qui veut se servir de ces rapports de manière à mais qu'est-ce que vous pourriez dire, parce que jusqu'à présent ça continue, les Congolais meurent chaque jour là-bas. C'est ça ce qui est très dramatique, ce qui est malheureux. Ça prouve à suffisance que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, contre la volonté du peuple, sont incapables justement d'apporter des solutions aux désidérata, aux problèmes de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre, cher Gramic Legrand, là où les gens meurent pendant plus de 3 mois, on a un gouvernement, et d'ailleurs je sautais, j'ai escamoté une partie importante de cette affaire. On a suivi à l'époque la dame gouverneure de Maïndombe, Rita Bola, pleurer comme un Congolais lambda. Elle est passée dans le média pour dire non, je demande à ce que le gouvernement central, voilà, parce que... Mais elle oubliait pendant ces temps-là qu'elle est la représentante du gouvernement. Elle est l'État en miniature. Même du président. Du président. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas se plaindre avec tout le moyen qu'elle a, avec tout, en tout cas l'arsenal sécuritaire et tout. Elle devrait nous faire le rapport, nous dire exactement ce qui se passait là-bas. Mais malheureusement, c'est ça la situation de notre État. Mais par rapport à la marche, je remercie aussi, je profite de l'occasion pour remercier le peuple congolais dans son ensemble, parce que il est vrai que cette initiative était nôtre, l'initiative était du Nouvel Élan et de son leader Adolphe Muzito, mais ceux qui ont marché avec nous sur toute l'étendue de la République, dans le 26 provinces du Congo, ne sont pas que les militantes et militants du Nouvel Élan. Ce sont les Congolais. Pourquoi les Congolais, Gramic? Pour moi, je pense que les Congolais ont répondu massivement pour montrer premièrement qu'ils sont de mèche, ils sont d'accord avec nous par rapport aux idées et entrer à cette question de l'insécurité. Vous savez, Adolphe Muzito est le rare, si pas l'unique leader politique qui s'est assumé. Pendant que tous les autres fouillaient cette prise de position, Adolphe Muzito, déjà en son temps, en 2019, il avait dit haut et fort que pour résoudre cette question de l'insécurité, nous devons faire la guerre au Rwanda, au besoin annexer le Rwanda. Parce que le Rwanda ne va pas nous laisser en paix. Il est dit si bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous voyez en termes de démographie, c'est que le Rwanda, au kilomètre carré, regorge, 1 kilomètre carré au Rwanda regorge près de 500 Rwandais. Tandis qu'en République démocratique du Congo, 1 kilomètre carré, vous retrouvez plus ou moins 43 Congolais. Ça veut dire qu'ils ont besoin de l'espace. Ils vont continuer à nous acculer, à nous faire la pression, à nous menacer. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience de cette réalité et affronter les choses en face. Malheureusement, ceux qui gouvernent aujourd'hui ne comprennent pas cela. Deuxième chose, nous avions dit qu'il faut construire un mur de séparation. Non pas seulement avec le Rwanda, mais il y a possibilité que nous puissions l'étendre au niveau de toutes nos frontières pour éviter ces genres de menaces. Troisième élément, nous avions dit, et ça c'est très important, c'est que nous devons pas... Non, nous avions parlé de la titrisation de terre. Parce que l'espace que nous avons, les étendues que nous avons, donnent l'impression comme si ces terres n'appartenaient à personne. Mais nous, au Nouvel Élan, nous disons que les terres que nous avons sont les terres des différentes communautés qui ont existé au Congo avant même que le Congo n'accède à l'indépendance internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous reconnaissons le droit juridique, nous octroyons le titre juridique à ces différentes communautés, la conséquence c'est qu'ils seront déjà le premier à défendre nos terres avant même que l'État n'arrive. Et c'est ça justement ce qui donne l'impression que les terres sont vides et que le Rwandais, tout le monde peut venir sans habiter, piller les richesses qui sont là. Donc les chefs des terres n'ont pas des titres. N'ont pas des titres juridiques, voilà, ils n'en ont pas. Et nous disons que ça, c'est une question qui doit être débattue, doit faire l'objet justement de réformes que nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons engager pour permettre justement à ce que ces communautés entrent dans le capitalisme. Donc, j'étais en train de dire que ce sont ces idées-là qui ont motivé, qui ont mobilisé, qui ont poussé les Congolais à nous rejoindre lors de cette marche. Nous avions lancé l'appel et ils nous ont rejoints pour nous
nous encourager en disant que Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan, nous sommes d'accord avec vous par rapport aux idées que vous développez, non pas par rapport à la beauté, par rapport à la grandeur de leader du Nouvel Élan, de Blanchard Mongo-Mborki, que ce soit, mais ce sont les idées que nous portons et nous pensons que avec Nouvel Élan, il est possible que nous puissions matérialiser ces idées et finalement mettre un terme avec cette question de la sécurité dans l'Est. Secrétaire général de ces partis, qu'est-ce que vous pourriez dire quand l'opinion, ou soit un bon nombre de personnes estiment que les Nouvel Élan actuellement c'est les bons enfants du pouvoir? Martin Fayoulou demande ou soit veut organiser une marche, le gouvernement, soit les gouvernorats de la ville de Kinshasa n'accordent pas, ne prend pas acte. Mais vous, c'est très facile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous êtes actuellement des bons enfants de ces régimes ou... je veux donner des réponses et je commencerai par une introduction, c'est que nous devons être sérieux. Okay. Sérieux dans la politique que nous menons, sérieux dans tout ce que nous prenons comme initiative en République démocratique du Congo, parce que nous, Congolais, on a tendance à être un peu légers dans tout ce que nous faisons. Même dans nos analyses, même dans nos entreprises, les Congolais, y compris moi qui vous parle ici, nous semblons être un peu léger dans tout ce que nous faisons. Je veux dire quoi par là? C'est que quand les gens disent que nous sommes les bons enfants du pouvoir de régime, ils les disent sur base de quels éléments, sur base de quels indicateurs? Comment expliquer qu'on interdit à Fayoulou, mais vous, on vous autorise? Je commence par un exemple. Vous savez, la dernière activité, grande activité que la Mouka a organisée, nous l'avions organisée ensemble avec le président Fayoulou comme leader et Adolphe Muzito comme leader. Et à l'époque, c'est Adolphe Muzito qui était coordonnateur. C'était quoi? Il fallait organiser une marche, une grande marche, toujours pour soutenir nos compatriotes de l'Est. Et cette marche devrait commencer à l'Est de Kinshasa, c'est-à-dire à Tchangou, pour chiter, je crois, au Palais du Peuple. Et nous avions écrit... On est parti, le gouverneur nous a convoqués. Je me rappelle que moi et mon collègue de l'ECD des Kitoko, nous avions conduit une forte délégation. On a débattu, on a discuté avec M. Ngobila et finalement nous nous étions mis d'accord parce que pour M. Ngobila, il était question que nous puissions obtempérer à sa décision, son décret, je crois, son arrêté des zones neutres. Alors juridiquement, nous l'avions dit que nous n'étions pas d'accord avec ça, mais de manière pratique, pour éviter de donner l'occasion à ces régimes de nous empêcher de marcher, nous avions dit, nous changeons, il fallait adapter notre stratégie. On a adapté la stratégie en changeant l'itinéraire. Au lieu de Tchango, nous avions pris Kianza en passant par Super Lemba, c'est-à-dire Ngaba, Super Lemba, pour chuter finalement au niveau de la première rue devant la paroisse ou l'école Saint-Raphaël. C'était l'intelligence qui avait prévalu pour que nous puissions délocaliser ou prendre cet itinéraire-là. C'est la même intelligence, la même stratégie que nous, au Nouvel Élan, nous avions mis en place, parce que l'objectif ici c'est quoi, Gramic Legrand? C'est que nous, lorsque on programmait cette marche, on s'était dit le plus important c'est les messages qu'il fallait passer à la communauté internationale et même la communauté nationale. L'objectif pour nous, ce n'était pas de montrer que nous étions adversaires au régime actuel forcément. L'objectif pour nous, ce n'était pas de montrer forcément que nous avions aussi des biceps et qu'on pouvait se mesurer à la police ou à je ne sais qui. Donc c'est ça le vrai problème. Si l'accueil du président Martin Fayoulou a été empêché, moi, je ne sais pas vous répondre ici parce que je ne fais pas partie de l'équipe du régime actuel ou de M. Ngobila. Ça, c'est la première réponse que je donne. Mais la deuxième réponse, cher Gramic, c'est là où je disais qu'on doit être sérieux dans tout ce que nous faisons, nous, Congolais. Lorsque les gens disent ça, je veux rappeler que en politique, il y a trois possibilités de faire des alliances. On peut s'associer en faisant une alliance pour soit gouverner ensemble, on peut aller à une alliance pour compétir, c'est-à-dire chercher à conquérir le pouvoir ensemble, les alliances électorales, soit les alliances pour lutter ensemble, alliance de résistance, on résiste, on combat ensemble pour conquérir le pouvoir, alliance pour gagner ensemble, c'est-à-dire alliance électorale, ou alliance pour gouverner ensemble. C'est que nous voyons aujourd'hui l'union dite sacrée. C'est l'exemple de l'alliance pour gouverner ensemble. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi, M. Chilombo lui-même, Bahati Lukubu, et tous les autres, Vital Kamerhe, sont dans une alliance de gouvernance. C'est ça l'union dite sacrée.
confirmer. L'alliance pour gagner ensemble, l'alliance électorale, c'est ce que nous avions mis en place avant les élections de 2018, c'est-à-dire la MOUCA comme plateforme électorale. C'est ça l'exemple d'une alliance électorale pour gagner ensemble. Mais alliance pour combattre, pour résister ensemble, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement dans la MOUCA sous le label ou sous sa format de plateforme politique de résistance. Mais maintenant, les gens qui disent que Adolphe Muzito et les Nouvel Élan sont les bons élèves ou les bons enfants, je ne sais pas moi, du régime actuel, ils les disent sur base de quels éléments? Nous n'avons pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Adolphe Muzito était député, il a été invalidé. Nous n'avons pas de sénateurs au niveau de la Chambre haute. Nous n'avons pas de députés provinciaux. Nous n'avons aucun ministre au niveau national, moins encore au niveau des provinces. Nous n'avons aucun bourgmestre puisqu'ils ont été nommés. Nous n'avons aucun mandateur. Nous n'avons personne, alors personne. Lorsqu'ils nous attribuent, ils nous donnent ces luxes-là d'être dans le pouvoir, si bien que ces pouvoirs, les gens qui sont là, le régime actuel, nous savons comment ils sont arrivés. Ils le disent sur base de quel élément? Moïse Katumbi, qui est à l'union dite sacrée, on considère que c'est un opposant. Mais Adolphe Muzito, qui n'a personne, qui fait ses analyses, qui lutte pour le changement du peuple demain, on estime que non, lui est proche du pouvoir. Non, ça c'est manquer de sérieux et manquer la perspicacité, manquer le fond dans l'argumentaire. On dit que vous concocteriez, si pas en 2023, de faire partie de la majorité et que vous ayez beaucoup plus de députés. Je crois que c'est encore une vaste blague parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Comment nous pouvons concocter aussi longtemps que nous n'avions pas encore compétit? On ne sait pas encore si on sera capable d'apporter des fiscs qu'un seul député. Nous ne savons pas si qui sera président demain, qui aura la majorité et comment ces alliances pourront se faire. Encore que les calendriers électoraux viennent à peine d'être publiés, si bien qu'on va en parler. Je ne comprends pas sur base de quelle logique. Alors, le problème, c'est que nous avons des gens, par moment, qui pensent qu'ils peuvent s'amuser lorsqu'ils passent dans vos différentes chaînes de télévision, sur vos plateaux. Ils peuvent tout dire parce qu'ils ont le privilège d'être devant le micro. Non, nous sommes de ceux qui pensent que nous devons respecter le public, le peuple qui nous suit en ce moment, cher Karmik. Nous avons de professeurs d'université, nous avons de jeunes étudiants, des élèves qui, lorsqu'ils nous suivent, ils ont peut-être de bouts de papier et un petit stylo pour noter le principe, noter l'essentiel. Mais lorsque nous passons pour raconter nos vies, raconter les choses pour plaire à nos gueules, je pense que c'est très ridicule. Et ici, moi, je reviens humblement pour dire que Adolphe Muzito est dans la résistance. Mais le fait pour Adolphe Muzito et les Nouvel Élan de se retrouver dans la résistance ne peut pas nous empêcher, par exemple, de donner nos 10 recommandations pour gagner la guerre à l'Est. Ça ne peut pas nous empêcher de dire que aujourd'hui, si le peuple a pris conscience de payer, en tout cas, de payer la fiscalité, de payer ses taxes, et que aujourd'hui, au niveau de l'État, les recettes ont augmenté, ces recettes-là doivent servir au peuple, doivent servir à la République. Les gens pensent que ça, c'est devenir membre du pouvoir. Non, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la politique doit se faire de cette manière-là. Nous faisons la politique. Et auquel je vous ai fait appel, Blanchard Mongomba, les calendriers électoraux, j'en ai ici. L'élection, ou soit les élections sont fixées les 20 décembre 2023, les élections générales, c'est-à-dire présidentielles, couplées aux législatives. Alors, Blanchard Mongomba, en quoi est-ce que ce calendrier est irréalisable selon vous? Et pourquoi ce calendrier ne vous inspire pas confiance? D'abord, je confirme que effectivement, au niveau du Nouvel Élan, lorsque nous avions suivi la publication de ces calendriers par messieurs Denis Kadima et toute son équipe, nous avions vite compris que messieurs Denis Kadima était dans un conformisme, était dans une logique de vouloir justement montrer que il était volontariste, il a la volonté de mieux faire les choses et que si jamais demain ça capotait, ça tournait au vinaigre, ce n'était pas lui le responsable, la responsabilité
responsabilité, il fallait aller le trouver ailleurs. Donc c'est ça la conclusion que nous avions trouvée au Nouvel Élan. Voilà pourquoi, déjà dans la conclusion, nous avions dit de deux choses l'une. Soit M. Denis Kadima est dans une logique de nous amener à des élections bâclées, des élections de fait accompli, de sorte que advienne que pourra, pourvu qu'il se débarrasse de cette lourde charge. Soit il sait qu'il n'y aura pas justement respect de son calendrier et il veut se débarrasser de cette responsabilité, comme je l'ai dit tantôt, de manière à pousser notre peuple à trouver les responsables ailleurs. Mais en quoi est-ce que ce calendrier est irréaliste? Je pars par un petit exemple. Si vous lisez les calendriers que vous avez devant vous, pour ne prendre que les dates, la période prévue pour l'enrôlement, vous allez vous rendre compte qu'il a pris de janvier au mois de mars, si je ne m'abuse. Et par rapport aux aires opérationnelles qu'il a prévues. Le 24 décembre au mois de mars. Donc 3 mois pratiquement. Et il a prévu 3 aires opérationnelles. Dans chaque heure opérationnelle, M. Kadima a prévu 30 jours pour enrôler les Congolais. Maintenant, entre nous, soit dit Gramique, nous savons que la CENI n'a jamais eu de salle pour organiser l'enrôlement sur toute l'étendue. La CENI se sert de salles de classe. Les écoles, les églises. Des écoles et des églises. Or, la période du 24 décembre et mars, c'est la période de cours. Les élèves vont à l'école, étudient. Il y a de ces écoles qui étudient du matin, c'est-à-dire deux gants, matin et soir. Il y a de ces écoles qui étudient matin, les autres soir. Comment la CENI va s'y prendre pour respecter ces timings-là, ces délais-là de 30 jours, tout en sachant qu'il y a dans ces opérations d'enrôlement, en tout cas, l'enrôlement d'une personne peut par moment vous prendre comme ça 30 minutes. Et si vous multipliez par le nombre de lecteurs, tous ces Congolais qui ont la volonté d'aller se faire enrôler, comment la CENI va-t-elle s'y prendre pour respecter justement ces délais-là de 30 jours? N'oublions pas que pendant le 3 cycles électoraux que nous avions connus en RDC, 2006, 2011, 2018, si vous questionnez l'histoire, vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais eu, ou il n'y a eu aucun cycle qui a donné moins de 3 mois pour organiser l'enrôlement des électeurs. On a toujours eu un peu plus que ça, c'est-à-dire 6 mois, 9 mois, c'est ce qu'on a eu dans les différents cycles passés. Donc ça montre déjà qu'à ces niveaux-là, puisque c'est la prochaine opération que nous attendons, l'enrôlement, ça montre que M. Kadima a donné un calendrier juste pour se débarrasser de la chose, mais en réalité, il sait lui-même qu'il ne pourra pas respecter ces délais. Et nous disons que au-delà de ces délais tels que prévus, ça c'était juste un exemple par rapport à l'enrôlement, aux opérations d'enrôlement. Je prends ce que lui-même appelle le contrainte. Il a évoqué les contraintes sur le plan de finances. Il a évoqué les contraintes logistiques, les contraintes sécuritaires. Mais tous ces éléments sont des éléments... Il y a même sanitaire également avec la... Sanitaire, pandémie, exactement. Donc, Monsieur Kadima veut simplement vous dire que le responsable, ce n'est pas moi. Sur le plan de finances, c'est l'État qui doit financer, mais jusque-là, l'État traîne encore le pas. Également la logistique. Sur le plan logistique, nous savons tous que la MONUSCO était pour beaucoup dans les 3 premiers cycles électoraux que nous avions connus ici, de manière à nous permettre à évacuer les avions, amener les matériels par-ci, par-là, dans différentes provinces. Il y a des coins où les véhicules n'entrent pas, il fallait se servir des hélicoptères de la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO n'est presque plus en activité en République démocratique du Congo, ce qui fait qu'il y aura d'énormes difficultés, d'énormes problèmes pour faire déplacer les matériels. Donc ça, c'est réel, la contrainte que la CENI pose, ce qui fait qu'elle sera obligée de décaler les dates prévues pour l'acheminement de matériel tel qu'est prévu là-bas. Vous prenez la contrainte sécuritaire. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la partie est de notre pays, ce qui se passe à Kwamouth, ce sont de situations qui montrent que effectivement ça sera très difficile, parce que comment imaginer aller aux élections sans qu'il y ait nos compatriotes de Rutshuru, du territoire, tout le territoire de Rutshuru et même des autres territoires? Comment aller aux élections sans nos compatriotes de Kwamouth et un peu partout? Donc ce sont là les contraintes qui montrent que ça sera difficile pour messieurs Denis Kadima de respecter ce qu'il a prévu et d'autres sanitaires, tout ça. Donc ces éléments
veulent dire simplement que M. Kadim a dit le responsable, c'est le gouvernement. Il les pointe sans les pointer, il les pointe sans les dire, mais il nous dit indirectement que moi je fais ma part, cherchez vous-même qui est le prochain responsable, qui est censé accomplir les tâches qui font partie des contraintes, de manière à me permettre à respecter les délais constitutionnels que vous m'exigez. Donc parce qu'il sait que l'opposition, la résistance et le peuple ensemble, nous sommes déterminés, nous faisons la pression de manière à ce qu'il respecte le délai, et il s'est dit, pour ne pas tomber dans le filet de la population, moi je dois me dédouaner. Je dois montrer que je fais ma part, je suis volontariste, je veux que les choses aillent mieux, mais le problème c'est le gouvernement, le problème ce sont les autres. C'est ça qui montre que ces calendriers sera très difficile à réaliser, à respecter, à être respecté tel que prévu. Hier, j'ai vu plusieurs commentaires dans différents groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Les gens estiment que, non, apparemment, vous êtes pro-glissement. C'est-à-dire que vous faites des pressions exactement, vous criez matin, midi, soir, les changements, l'alternance, et ainsi de suite. Mais apparemment, vous n'êtes pas préparé pour des élections. Quand vous dites que non, les calendriers est irréaliste, et vous aviez argumenté là, mais selon vous, vous serez disponible, vous serez d'accord pour un glissement, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Si à ce stade, les calendriers, parce que je ne vois pas un autre calendrier qu'on pourrait publier actuellement qui pourrait vous satisfaire dans les délais. Non, c'est-à-dire que les calendriers électoraux, c'est cet outil qui permet justement à ce que la population et toutes les parties prenantes s'imprègnent des activités que la CENI organise pour l'objectif des élections dans le délai. Mais malheureusement, ces calendriers arrivent au moment où on attendait à ce que nous puissions nous mettre d'accord sur ces éventualités, sur les timings, tout en sachant que nous ne pouvons pas aller au-delà du délai constitutionnel. La CENI a fait les choses telles qu'elle a fait, ce qui ne nous dérange pas trop. Mais seulement le constat ici, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les élections est une question nationale, est une question citoyenne, c'est une question qui concerne tout le peuple congolais. Et lorsque vous voulez vous engager dans cette démarche-là, il ne faudrait pas considérer que moi, CENI, j'organise ces élections pour le plaisir de mes agents. Non, vous organisez les élections pour le besoin et les plaisirs du peuple congolais. Ce qui fait que toute opération, parce que le caractère ou la valeur ou ce qui est le calendrier a de très important, c'est son caractère contraignant. C'est que pourquoi est-ce que ce calendrier doit avoir un caractère contraignant? C'est parce que les opérations concernent le peuple congolais et le peuple congolais vont surveiller la CENI sur base de ces calendriers. Mais nous qui sommes partie prenante, on devrait être consultés, parler en amont, ensemble avec l'organe technique, pour que nous puissions lui faire voir certaines choses en face, de manière à ce que nous puissions parler le même langage et que nous puissions assumer les dates telles que prévues là-bas. Mais malheureusement, telle la CENI, elle a fait les choses, nous sentons qu'elle a fait les choses juste pour le plaisir de le faire, mais il y a des contraintes où il y a des éléments qui n'ont pas été intégrés dans leur analyse. Nous, on a reçu les agents de la CENI qui étaient venus au Parti Nouvel Élan pour nous consulter. Nous leur avions posé de problèmes, nous leur avions dit de choses. Et on sent qu'ils persistent dans ces choses. Pourtant, ils étaient d'accord avec nous que techniquement, vous avez raison, vous avez raison. Mais ils persistent dans ces mêmes choses. Regardez aujourd'hui, par exemple, la CENI est composée des acteurs de l'union dite sacrée du sommet à la base. Il y a l'opposition qu'on qualifierait des républicaines. Oui, mais cette opposition continue à contester les délégués qui sont là-bas. Ce qui fait qu'on a du mal maintenant à situer, à savoir si effectivement sont de membres de cette opposition ou de l'union dite sacrée. Mais qu'à cela ne tienne, la CENI est composée uniquement de
du FCC et de l'Union dite sacrée, parce que les FCC l'acceptent ou pas, nous savons que l'Union dite sacrée est composée de ceux qui étaient dans FCC et dans Cash. C'est cet ensemble-là qui constitue l'Union dite sacrée. Donc pour nous également d'un monsieur-là qui était dans Dynamique de l'opposition, je pense, non? Mais c'est dit tout Monizi. La Dynamique a fait une déclaration pour dénoncer justement le fait que messieurs Ditou se retrouvent à la CENI. La Dynamique a dit que il ne se retrouvait pas là-bas, en tout cas en son nom. Il est allé à titre individuel, ça n'engageait pas la Dynamique de l'opposition. Donc bref, je dirais que nous ne sommes pas pour le glissement, mais nous sommes pour les, en tout cas les discussions qui feront à ce que nous puissions baliser le chemin de sorte que nous puissions nous assumer ensemble de manière à donner les élections dans le délai. Nous pouvons dire, par exemple, que l'enrôlement doit prendre, au lieu de 30 jours, l'enrôlement doit nous prendre 6 mois. Mais les 3 mois autres, nous pouvons les compresser, le récupérer par rapport aux autres opérations telles qu'est prévu là-bas. Tout est faisable, tout est possible, mais c'est question que nous puissions nous mettre d'accord autour d'une table, nous puissions engager une discussion technique de manière à élever les options. Non, si nous disons que autour d'une table, ça peut nous prendre... Gramic, là on est en train d'échanger avec vous. On pouvait aussi être là en train d'échanger autour de questions techniques de la CENI. Donc il est possible, tel que nous disons, dans 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, que nous puissions finir toutes ces questions. Nous allons amener nos experts. Chaque partie prenante s'amène avec ses experts. Nous nous mettons autour d'une table, nous débattons, nous discutons élément sur élément, donnée sur donnée, pour que nous puissions nous fixer, nous mettre d'accord. Et en ce moment-là, tout le monde aura un cœur net, en sachant que nous irons aux élections en 2023 au mois de décembre tel qu'est prévu, et les dates telles que indiquées là-bas dans le calendrier seront respectées selon que nous nous sommes mis d'accord. Nous avions analysé, évalué chaque situation, nous avions essayé d'aller par des scénarios, on sent que ça va marcher. C'est comme ça que les choses se passent. Mais si nos amis pensent qu'ils doivent imposer les choses sans qu'il y ait en tout cas un consensus autour de ces élections, et bien c'est ce qui justement risquerait de poser de problème. Et en ce moment-là, lorsque le problème va surgir, ils seront seuls devant le peuple. Nous allons nous dédouaner parce que nous n'étions pas associés aux discussions pour l'organisation de ces élections dans le délai. Est-ce actuellement le problème n'est pas vous de l'opposition, soit de la résistance? Apparemment, on a l'impression, soit l'opinion pourrait avoir l'impression que non, c'est vous de la résistance, soit de l'opposition, qui bloquerait les histoires, parce qu'on publie les calendriers, les Congolais se disent que non, tiens, le 20 décembre, il y a les élections, et puis nous allons voter, et là vous dites que non, on doit encore essayer de corriger, de revoir tous ces temps-là aussi longtemps, nous courons également derrière les temps. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous avions commencé, ce n'est pas aujourd'hui que nous disons ces choses. Il y a longtemps que nous avions commencé. Vous vous rappelez, il y a pas longtemps, nous étions autour de nos amis de NDA, toujours pour ces genres de discussions. Il y a quelques temps, nous, au niveau de la MOUCA, avions proposé de textes de réforme, tant sur le plan de la loi électorale que sur le plan de la loi organique de la CENI. Nous avions même proposé un calendrier, nous avions proposé des choses, mais malheureusement ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que les amis du régime estiment qu'ils sont le tout puissant, ils sont le plus fort, et que toutes les propositions venant de la résistance ne pourront servir à rien. Et c'est ça justement la difficulté. Donc aujourd'hui, quand nous les disons, ce n'est pas que nous surgissons comme un chevet dans la soupe pour le dire maintenant. Nous avions commencé à les dire en son temps. Ils n'ont pas entendu. Regardez la CENI. Elle a commencé à poser des actes avant même que ces calendriers n'arrivent. Contester, les animateurs contester. Ouais, mais parce que le problème, c'est comme je l'ai dit, les élections ne concernent pas que la CENI, ne concernent même pas que les parties prenantes que nous sommes. Les élections concernent le peuple congolais dans son ensemble. Et pour s'engager dans un tel processus, il faut s'assurer
que vous êtes en train de parler les mêmes langages, non pas seulement avec les parties prenantes, mais aussi avec le peuple. Le peuple doit être associé, Gramik. Parce que l'argent qui sera dépensé ou l'argent qui est déjà dépensé, ce n'est pas l'argent de M. Kadima, ce n'est pas non plus l'argent de M. Tshilombo, c'est l'argent du peuple congolais qui est le contribuable. Et que par conséquent, le peuple doit être au parfum, doit être mis au parfum de tout ce qui se passe, de manière à s'assurer que effectivement mon argent est bien géré pour les élections et que ces élections auront bel et bien lieu dans le délai. Et qu'est-ce que vous allez faire si les pouvoirs persistent avec ces calendriers? La CENI a publié et puis on y va comme ça. Vous allez faire quoi? Boycotter les élections, la politique de la chaise vide ou quoi? Vous allez faire quoi? Nous ne boycotterons jamais les élections. Vous allez faire quoi alors? Ce que nous allons faire et ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de prendre à témoin notre peuple. Parce que c'est le peuple qui est le souverain, c'est le peuple qui est notre chef. Le peuple doit constater qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont animés de mauvaise foi, des gens qui sont animés de la volonté de voir les choses s'ébrouiller, les gens qui veulent assez que en 2023, au lieu qu'il y ait, en tout cas, accalmie, que ce qui va perdre dignement, que ce qui va gagner, gagne humblement, et que nous puissions regarder dans la même direction pour le développement, pour l'avancement du pays. Ils sont dans une autre démarche. Ça, c'est notre peuple qui va constater. Nous le prenons à témoin, et le moment venu, je crois que c'est ces peuples-là qui va nous donner l'orientation à suivre, tout en sachant que nous n'allons pas boycotter les élections. Nous sommes pour les élections dans le délai, parce que le régime actuel doit partir, parce qu'il n'a fait que faire endurer notre peuple dans la misère, dans les difficultés. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait travailler dans l'essence de présenter à notre peuple les clichés qui nous présentent, les clichés qui ne cadrent pas avec la réalité de ce que veut le peuple, pour qu'ensemble, nous puissions tirer les conséquences. Alors, une petite question avant de prendre la question sécuritaire au niveau de l'Est. Vous pensez actuellement que le peuple a toujours foi, confiance en l'opposition? L'opposition hier, tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, l'opposition au pouvoir, l'opposition fait autre chose. Vous pensez qu'actuellement, le peuple a toujours un peu de l'estime à l'égard de cette opposition? Non, je pense que le peuple a un tout petit peu perdu de l'estime en l'homme politique congolais. En général? En général. Pas seulement de l'opposition? Pas seulement de l'opposition. Parce qu'il suffit de voir les différentes classes politiques ou les différentes écoles. Nous avons plusieurs écoles de la politique ici, les Mouboutisme, les Tshisekedi-disme, si je peux l'appeler ainsi, les Lumumbisme, tout ça. Vous remarquerez que dans toutes ces écoles, il y a des égarements par-ci, par-là. Ce qui fait que le peuple commence un tout petit peu à perdre confiance en l'homme politique congolais. Maintenant, ce que nous devons faire, nous, acteurs politiques, surtout nous de la nouvelle génération, nous devons aller au-delà de ce que nous pouvons considérer comme conformisme, de ce que nous pouvons appeler opposition ou majorité. Parce que les gens pensent que pour être dans la résistance ou être dans l'opposition, je dois passer ici, commencer à insulter M. Tshilombo. Pas du tout. Je dois passer ici pour vous dire que ce que M. Tshilombo a fait est irréaliste, selon que, je m'excuse, son analyse ou son action n'intègre pas tel ou tel autre élément. Et je dois dire que M. Kadima, son calendrier est irréaliste, selon que ça n'intègre pas tel ou tel autre élément. Mais si je viens ici pour dire non, mais M. Kadima, j'insulte, je dis des choses, il y a une certaine opinion qui va applaudir, qui va dire non, ben voilà, c'est lui là vraiment, c'est lui le résistant, c'est lui le vrai opposant. Mais si je viens ici critiquer et faire de contre-propositions, les gens pensent que non, ils sont trop faibles, ils sont proches du pouvoir. C'est ça malheureusement la situation. Et moi je dis que nous, de la nouvelle génération, tout en étant aux côtés de nos leaders qui sont de l'ancienne génération, nous devons copier ce qui est bon, c'est-à-dire faire ce que le peuple attend de nous, c'est-à-dire faire des propositions, aller dans une démarche qui montre que nous pouvons, si pas aujourd'hui, demain sortir notre peuple de là où il se trouve, de là où il est en tout cas fermé, pour que nous puissions conjuguer un autre verbe, le verbe du développement,
conjuguer un autre langage, le langage de l'avancement, de la protection, de l'intégrité territoriale de notre pays. Oui, on finit avec ces sujets. Les processus de paix en RDC, les troisièmes consultations sont lancées aujourd'hui au niveau des Nairobi, sans la participation, comme je disais, du M23. Quelle est votre lecture? Là, apparemment, selon même le gouvernement, Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, avait dit qu'on nous force à négocier avec les M23. Là, les troisièmes consultations sont lancées ce lundi à Nairobi, sans la participation du M23. Vous savez très bien, les mini-sommets à Luanda avaient décidé sur le cessez-le-feu depuis le vendredi, qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Les feux continuent en tout cas. Quelle est votre réaction quand les processus des dialogues, des négociations, soit des paix politiques continuent? Non, mais notre réaction, c'est qu'on est en train de faire 6 pas du surplace. Voilà, 6 pas du surplace, on recule. Et la réalité, c'est qu'on est en train de tergiverser. Pourtant, la solution est là. Nous avions dit, je me répète, c'est que pour finir cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, cher Kamik, nous devons appliquer la force. Nous devons faire, en tout cas, du mal à ceux qui nous mettent mal à l'aise. Mais nous sommes sous embargo, soit sous un régime des notifications. Comment on pourrait faire la guerre? Oui, mais le régime des notifications ne nous empêche pas de faire la guerre. Ça ne nous empêche pas de nous procurer des équipements, les munitions pour attaquer les autres. Je crois qu'à l'époque, même en 1998-19, Mouzé était sous embargo. Mais posez-vous la question, comment Mouzé parvenait à s'acheter de munitions? Comment Mouzé arrivait à faire la guerre? C'est ça, c'est que nous devons aussi nous poser comme question. Donc ici, il est plutôt une question de vision, une question de volonté, qu'une question d'embargo ou une question de régime d'autorisation. Donc bref, moi je dis, ces dialogues ne vont rien apporter, Gramik. Vous venez de le dire. Ils étaient en Angola, ils ont signé un accord. Dans cet accord, déjà, il y a plusieurs textes de cet accord. Tantôt, vous trouvez un texte où on parle de zone tampon, tantôt, vous trouvez un texte où il n'y a pas de zone tampon, tantôt, vous trouvez un texte où on parle de FDLR. Finalement, on ne comprend pas quel est le vrai texte. Donc, moi, dans tout ça, je constate que les M23, par exemple, au lendemain de la signature de cet accord, ils sont sortis, son porte-parole est passé pour dire que nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce qu'ils ont fait en Angola. Il n'était pas présent. Non seulement qu'il n'était pas présent, mais ils l'ont dit clairement que ça ne nous concerne pas. Nous continuons et ils ont attaqué le jour qui suivait là où ils étaient. Le gouvernement rwandais a dit plus ou moins la même chose, puisque lui-même Kagame n'était pas là. Donc c'est pour vous dire que on est en train de nous tourner en bourrique. Pourtant c'est nous qui sommes victimes. Pourtant c'est nous qui devions tout faire pour que nous puissions contre-attaquer, montrer notre colère, mais on est en train de nous berner, on est en train de nous conduire comme de moutons de Panurge, on ne comprend rien. Donc ici, moi je pense que le régime actuel doit prendre ses responsabilités devant le peuple. Soit le régime veut nous dire que nous acceptons la logique de continuer dialogue sur dialogue et laisser le temps aux forces négatives de continuer à occuper nos territoires, à piller nos richesses, à tuer nos mamans, nos frères, nos compatriotes dans cette partie Est. Soit le régime est d'accord que nous puissions aller à l'option militaire, attaquer ceux qui nous mettent mal à l'aise. Pourquoi ne pas, cher Gramik, moi, j'ambitionne, je suis en train de me dire, j'ai l'envie de voir un militaire congolais entrer sur le sol rwandais, placer les drapeaux congolais. Pourquoi chaque fois nous devons continuer à nous présenter auprès de ceux qui se font appeler médiateurs pour supplier le Rwanda, supplier le M23, non laisser le Congolais comme ça, vous l'aviez très bien que la tendance mondiale, si pas internationale, actuellement, on ne veut pas des guerres, hein, c'est plus non, mais c'est que le M23 et l'Ouganda, le Rwanda font. Mais c'est déjà la guerre. Si le processus, si au niveau international, on ne voulait pas de guerre, il devait commencer par interdire au Rwanda de soutenir les M23, interdire à l'Ouganda d'appuyer les M23. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Ils font semblant de dire quelque chose, mais en réalité, ils ne font rien parce qu'ils ont toutes les capacités pour arrêter cette situation. Depuis combien d'années, Grammy, que la MONUSCO est dans l'Est de notre pays? Processus de paix, processus de paix. Est-ce que depuis plus de 20 ans, on a déjà obtenu cette paix que la MONUSCO est venue instaurer dans l'Est de notre pays? Non, je crois que
Il y a même votre consoeur qui a dit ça, Colette Brackman. Ah, d'accord. Nous devons compter sur nous-mêmes. Exactement. Nous ne pouvons pas regarder. Si la communauté internationale, au niveau des Nations Unies, ils ont fait semblant de condamner le Rwanda, au niveau de l'Union européenne, ils ont fait aussi semblant de condamner. Mais au niveau sous-régional, l'accord là de l'Angola, nulle part on condamne, on ne cite même pas le Rwanda. Ça montre qu'il y a un plan machiavélique derrière tout ça. Nous devons imposer les rapports de force. Quand je parle de rapports de force ici, moi je vais un peu plus loin. Nous avons l'uranium ici. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on craint Monsieur Poutine? C'est parce qu'on sait qu'il a des armes voilà, qui peut neutraliser le monde. Nous avons des intellectuels, des scientifiques. Si vous montez à l'UNIKIN, nous avons des scientifiques qui peuvent nous produire des armes. On a l'arme, nous avons l'uranium ici. Ouais. Mais ça peut nous servir d'un discours pour montrer à ces gens-là que vous, la communauté internationale, puisque vous jouez à l'hypocrisie, vous appuyez le Rwanda et l'Ouganda pour nous déstabiliser pendant plus de 20 ans, eh bien, nous vous mettons en garde et nous vous donnons l'ultimatum. Si vous ne demandez pas à ces gens-là d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, nous, on est prêts d'utiliser l'uranium pour déstabiliser le monde. Soit nous allons vendre à ceux qui peuvent menacer le monde, soit nous-mêmes, nous allons l'utiliser pour déstabiliser ceux qui nous mettent mal à l'aise. Et je crois que ces discours-là, puisque les mondes aiment le rapport de force, même le droit international dépend du rapport de force, je crois qu'ils vont reculer, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on finit aujourd'hui, Kagame est là, au niveau des Nairobi, il dit ceci: nous devons nous attaquer une fois pour toutes à la cause profonde de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Nous nous félicitons de la réponse rapide de l'EAC pour tenter de rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Le Rwanda est engagé dans ce processus. Il y a également Museveni qui est revenu là-dessus pour dire que nous devons nous attaquer aux causes, aux vraies causes profondes de cette guerre, de cette insécurité. Alors, je ne sais pas, quelle est votre réaction? Quelles sont les causes, d'après vous, étant qu'analyste politique? D'abord, est-ce que vous croyez à l'EAC? Moi, je ne crois pas à l'EAC. Au niveau du Nouvel Élan, nous ne croyons pas à cette organisation sous-régionale parce que c'est une organisation hypocrite. C'est une organisation composée de l'armée ougandaise, armée kenyane, armée rwandaise, même si la RDC ne veut pas que l'armée rwandaise soit là, mais ils sont là. En réalité, tous ces États viennent en République démocratique du Congo pour défendre leurs propres intérêts. Ils viennent en République démocratique du Congo sous prétexte de vouloir nous accompagner, nous aider à recouvrer la paix, mais en réalité, ils viennent préserver leur positionnement. Vous savez que les Kenyans aujourd'hui, il y a déjà menace de rébellion dans leur pays. Tous ces États sont menacés un peu partout. Ils veulent maintenant se servir du sol congolais pour placer leurs militaires de manière à contrôler voilà, ce qui oserait menacer la M23, on dit que non, ces espaces seront occupés par la force. Bon, regarde déjà cet exemple des zones tampons. Lorsque en République démocratique du Congo, c'est comme cette table, vous prenez cet espace, vous dites que non, le Congo, l'armée congolaise ne peut pas atteindre cet espace. Même les civils, les compatriotes congolais ne peuvent pas atteindre cet espace parce que c'est considéré comme zone tampon. Mais c'est déjà c'est déjà une forme de balkanisation et l'expropriation. On nous ravit la souveraineté. Sur le sol congolais, vous nous interdisez de poser des actes, vous nous interdisez d'y accéder. Non, mais c'est très grave. Cet acte est très grave. Moi, je pense que il est temps que nous puissions mobiliser notre peuple pour rejeter d'abord cet accord de l'Angola. Rejeter ces mini-sommets et les résolutions là. Et comme nous l'avions dit lors de notre marche, nous devons pousser le régime actuel, si pas l'État congolais, à renoncer à tous les accords signés entre nous et le Rwanda et l'Ouganda et surtout les différents pays de l'EAC parce que nous pensons que ces États sont dans une logique de faciliter la balkanisation et je crois que la zone tampon montre déjà l'exemple de ce qui pourrait arriver si on y prend garde. Mais là on finit vraiment, nous sommes à la fin. Museveni dit ceci aujourd'hui: nous devons nous attaquer au problème des armes illégales dans l'Est de la RDC. Aussi longtemps nous voulons à ce que nous puissions lever ces régimes de dénotification. Lui il parle encore des armes illégales qui nous
conduisent tout droit à l'embargo? Non, mais c'est justement ça la stratégie. Donc c'est pour vous montrer que ces gens-là ne vont jamais jouer, cher Gamik, pour l'intérêt du Congo. Ils ne joueront jamais pour l'apaisement, pour le rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays. Puisque chaque fois, ils vont commencer à évoquer des sujets pour exciter la communauté internationale, pour exciter la communauté sous-régionale, de manière à maintenir cette insécurité dans la partie est, puisque ça leur profite sur le plan économique. Ils tirent des dividendes sur le plan sécuritaire, ça leur permet de contrôler leurs frontières, et sur le plan logistique, ils viennent donner l'impression qu'ils accompagnent l'armée congolaise sur le plan logistique et autres, et tirent des dividendes en affaiblissant notre armée. Ce sont là les éléments qui montrent que ces gens n'ont jamais été sincères avec nous, et ils ne le seront jamais. Ce qui fait que si nous, au niveau du Congo, nous ne prenons pas nos responsabilités, nous ne travaillons pas dans le sens de nous prendre en charge, de nous considérer comme étant les victimes, et qu'en tant que victimes, nous avons le droit de nous servir de tout. C'est comme un enfant ou quelqu'un qui se noie. Lorsque vous vous retrouvez au bord, pas au bord, dans l'eau, dans les profondeurs, voilà, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes tenté de vous accrocher même au serpent, pourvu que vous puissiez vous sauver. Et c'est ce que le Congo doit faire maintenant. Moi, je parlais de l'uranium. On peut parler de tout le moyen possible pour faire entendre notre voix, montrer à la communauté tant nationale qu'internationale que nous en avons marre. Nous voulons à tout prix que cette question de l'Est prenne fin, puisque bientôt, ça va totaliser 30 ans. Exactement. Nous continuons dans la même situation. Imaginez les conséquences, le perte sur le plan de l'économie, sur le plan de finances. Malheureusement, c'en est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on y reviendra prochainement. Merci beaucoup d'être venu, le secrétaire général de ces grands partis politiques qui s'affirment de plus en plus dans plusieurs territoires, coins et recoins du pays. Mais peut-être, si vous me permettez, un dernier mot. Après la marche du 17, nous serons à Kinshasa, ici, dans les 4 districts de la ville. Le samedi 3, ici, déjà, nous serons en meeting populaire à Kaluka. Nous serons avec les militantes et militants du Nouvel Élan pour vulgariser les 10 recommandations d'Adolphe Muzito et redynamiser les 10 recommandations d'Adolphe Muzito pour gagner la guerre de l'Est, mais aussi redynamiser le parti par rapport aux élections. Beaucoup, donc après, nous serons à Moamba, Lukunga, Funa, et dans toutes les provinces, il y aura ces mêmes mouvements. Merci beaucoup, c'en est fini. Et pour aujourd'hui, on va terminer par cet élément qui accable M. Peter Kazadi. Cet élément, on voit plusieurs organisations des droits de l'homme, soit des droits humains, qui dénoncent si je pourrais dire, l'implication de M. Peter Kazadi dans la mort de Madame Irène Kapinga, je pense, la paix à son âme. C'est vraiment très, très douloureux. L'épouse, soit la défunte de M. Zabale Gassani, l'huissier des justices au niveau du Haut-Katanga. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé. Jusqu'à présent, les auteurs ont cité M. Peter Kazadi, qui reste en tout cas en toute liberté, et ces organisations demandent à ce que la justice soit faite. On se retrouve prochainement. Je vous laisse suivre cette émission. Relais YouTube Peter Tiani RDC. Nos programmes restent comme tels. Vous savez, les heures de diffusion. Je suis Gamik Legrand. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain, je pense, avec Mike Mukebai. Merci. Au revoir. Les rapports d'enquête est signé par 15 organisations des droits de l'homme du cadre provincial de concertation de la société civile. Pour ces organisations, il y a un lien de cause à effet entre la mort d'Irène Kapinga et la séquestration de son mari. Selon l'enquête de ces organisations de la société civile, le vendredi 18 novembre, l'huissier près le tribunal de commerce du Haut-Katanga, Hassani Zabalega, s'était présenté auprès du cabinet des maîtres Orphée Chimbadi pour signifier l'arrêt MU 1917 de la Cour. L'avocat conseil de Pascal Beveragui aurait séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision dans le respect de la procédure en déposant au lieu où la partie Pascal Beveragui a élu domicile.
Cette procédure faisait suite au développement actuel du dossier sur les jugements sous MU 1917 entre Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. Malgré l'opposition émise, les procureurs près le parquet général du Haut-Katanga et l'avocat conseil de Pascal Beveragui ont séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision. Au bout de l'enquête, les organisations de la société civile recommandent à l'État congolais 1. La prise en charge par l'État congolais, tant au niveau national que provincial, des frais funéraires et l'ensemble des dépenses du deuil de Madame Irène Kapinga. 2. D'envisager de payer à la famille des dommages et intérêts à la suite de la disparition de Madame Irène Kapinga qui constitue une perte énorme pour la famille et particulièrement pour les maris et les enfants. À Madame la ministre de la Justice. 1. De diligenter une enquête auprès des institutions judiciaires du Haut-Katanga afin de confirmer les faits dénoncés. 2. De saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin de sanctionner exemplaires soient prises à l'endroit du personnel incriminé. Au Conseil supérieur de la magistrature, 1. La prise des sanctions disciplinaires vis-à-vis de l'avocat général Mavungu ainsi que le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga. Au barreau de Lubumbashi, d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de l'avocat Orphée Chimbadi.